Bonjour Emmanuel Grégoire. Bonjour. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous Emmanuel Grégoire sur France Info pour votre première interview en tant que maire de Paris officiellement élu. On entend les applaudissements du nouveau conseil de Paris qui vous ont désigné hier avec 103 voix sur 163 votants. Mais vous êtes attendu au tournant et vous le savez sur le sujet du périscolaire, les violences dans le périscolaire. France Info révèle ce matin que des centaines de parents d'élèves vous ont adressé un courrier ce week-end. On écoute Barka Zerouali, cofondatrice du collectif MeToo École. Nous serons là pour vérifier point par point que les actes ont suivi les paroles. Vous serez confrontés à vos obligations. Nous voulons une refonte réelle du cadre de la protection du périscolaire. Nous voulons que les responsabilités soient nommées, assumées, sanctionnées. Nous ne serons pas leur caution, nous serons leur obligation. On l'a entendu, c'est l'une des demandes des parents. Êtes-vous prêt à sanctionner les responsables, Emmanuel Grégoire ? D'abord, il y a des sanctions, il y a des procédures disciplinaires en fonction des cas. Peut-être d'abord... Oui, il y en a déjà qui ont été prises ces derniers mois. Et puis, il faut distinguer ce qui relève de la sanction disciplinaire d'un côté et des procédures judiciaires de l'autre. C'est difficile. L'un des sujets d'ailleurs est la longueur des procédures judiciaires, mais on va y revenir. D'abord, dire que c'est la priorité absolue de ce début de mandat. J'y consacrerai une part importante de ma journée aujourd'hui, notamment pour rencontrer le collectif MeToo École, mais aussi d'autres collectifs. Dire ma disponibilité pour rencontrer les parents. J'ai reçu effectivement hier soir un courrier principalement de parents d'élèves du 7e et du 15e arrondissement. Il y a d'autres arrondissements qui sont évidemment concernés. Je prendrai le temps nécessaire pour, évidemment, écouter toutes les doléances, les observations, notamment parce que ces collectifs ont beaucoup de propositions à faire et je les sais, pour les avoir déjà rencontrés, très experts de ces sujets. Nous allons tout remettre à plat. La table, je l'ai dit, va être renversée et nous allons tout reprendre du début. Et on va prendre le temps de développer ce dossier si important, mais avant d'aller sur les propositions, quelles seront les sanctions? Qui sont les responsables? Vous avez parlé de sanctions en cours, d'examen, mais est-ce que vous voulez aller plus loin? On peut lire ce matin dans Politico qu'il va y avoir des bougées dans votre administration. De quoi on parle? Oui, il y aura des bougées, mais c'est normal d'ailleurs, parce que je considère que dans l'exercice de remettre tout à plat, il faut remettre des capacités managériales qui soient, entre guillemets, à l'abri de l'histoire qui a permis à ces situations de se développer. Ça veut dire quoi? Et donc, il y aura des décisions de changement managérial, etc., à tous les niveaux, mais il faut le faire avec, entre guillemets, méthode, respect et méthode. Et donc, j'annoncerai ça au fur et à mesure des décisions lorsqu'elles seront prises. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui étaient en charge du périscolaire dans l'administration qui vont être déplacées, qui vont changer de poste? Oui, évidemment. D'abord, il y a déjà eu des déplacements, des changements, des suspensions, etc. Le panel à disposition est large. Je ne crois pas que ce soit le plus important, au sens où les parents attendent des garanties de protection des enfants quand ils mettent leurs enfants à l'école, que ce soit dans le cadre de l'éducation nationale ou dans le cadre du périscolaire. Et donc c'est ces garanties-là que je veux apporter. Il y aura des décisions qui seront prises dès les toutes premières heures de cette journée, d'autres qui seront prises dans les jours à venir et d'autres un peu plus sur le temps long, à l'évidence, notamment le lancement de la Convention citoyenne qui permettra à tous les acteurs, directeurs d'établissement, enseignants, parents d'élèves, associations, de se prononcer, de dire leur avis un peu, notamment sur l'organisation de la semaine. Alors, qui décide aujourd'hui concrètement dans la chaîne hiérarchique de maintenir ou d'écarter un animateur signalé? Est-ce que cette chaîne a failli? Dans des cas, oui. Et après, ça dépend des niveaux de responsabilité, de ce que je sais, puisque je n'étais plus en responsabilité, mais je me suis quand même informé sur un certain nombre de situations. Il y a différents cas. Ça peut être parfois un manque de discernement du directeur d'établissement et ou du directeur du périscolaire. C'est parfois l'échelon hiérarchique au-dessus qui a pu commettre des erreurs d'appréciation. Parfois, on découvre a posteriori des faits et donc au moment où une décision est prise, elle n'est pas éclairée avec la gravité des faits qu'on connaît après, par définition. Donc c'est tout cela qu'on va remettre à plat. Mais l'immense majorité des décisions, ce ne sont jamais les politiques qui prennent ces décisions. Justement, jamais. C'est la question. Ce sont des décisions administratives. Il n'y a pas d'élus ou d'anciens élus qui sont concernés par les défaillances? Non. Enfin, au niveau des élus... On ne va pas refaire le débat. Oui. J'ai dit ma responsabilité. Quand on est maire, on est responsable de tout. Voilà. Et donc, la responsabilité, la mienne en tout cas, désormais, elle est totale. Et donc, je veux dire que je ressens une obligation de résultats en la matière. Mais pour ce qui concerne les RH des collectivités territoriales, mais comme de l'État, ce ne sont pas les élus
qui s'occupe de cela. Et heureusement d'ailleurs, il y a un principe de neutralité de la fonction publique pour les agents publics qui fait que on est dans une gestion administrative. Mais ça ne nous exonère pas de nos responsabilités et en la matière de garantir la protection en toutes circonstances des enfants. Et pour y voir plus clair, parce que c'est un dossier assez tentaculaire où on n'a pas encore tous les ressorts, les parents demandent également un audit par un cabinet indépendant, justement pour comprendre bien ces dysfonctionnements. Y êtes-vous prêt? Oui, j'y suis favorable. J'ai déjà dit dans la campagne que je souhaitais être accompagné par un conseil extérieur qui non seulement aura la vocation à nous aider à stabiliser et à faire l'évaluation de ce qui a dysfonctionné, mais également de suivre dans la durée la bonne application des procédures. J'ai déjà pris l'engagement de le faire parce que quand on identifie des défaillances internes, c'est bien de se faire aider de l'extérieur pour nous aider à être meilleurs. Et donc vous vous y étiez engagé notamment sur France Info en tant que candidat, maintenant en tant que nouveau maire de Paris. Est-ce que ce matin sur France Info, vous assurez que cet audit sera public intégralement sans filtre, même s'il vous est défavorable? D'abord, il n'y a pas de favorable ou défavorable. Ça peut être pas comme ça que ça fonctionne. Je suis un nouveau maire dans une organisation. D'abord, je le redis, il y a la loi. Et on doit respecter la loi en toutes circonstances. Et notamment quand il s'agit de suspicion, de violence, quel que soit leur niveau et leur degré, il y a des droits qui sont attachés à la présomption d'innocence et aux procédures judiciaires. Je ne suis pas procureur de la République, je ne suis pas juge, je ne le serai jamais. C'est le travail de l'audit n'a pas pour charge d'évaluer. Est-ce que vous le rendrez public intégralement, quel qu'il soit? Je le rendrai de façon transparente, notamment à ceux qui participeront au travail dans la Convention citoyenne. Mais par exemple, il n'a pas vocation à faire fuiter des informations de justice ou des suspicions qui mettraient en danger le respect des procédures judiciaires. C'est la seule réserve que j'émets. Mais sinon, évidemment, tout sera public. Emmanuel Grégoire, c'était il y a 10 jours dans une maternelle du 11e arrondissement à Paris. Un enfant de 3 ans aurait été victime d'un viol commis par un animateur dans les toilettes de l'école. Donc vous dites que vous allez renverser la table. Qu'est-ce que vous faites pour les animateurs qui sont déjà en poste? D'abord, tous les animateurs qui sont suspectés, je dis bien suspectés, puisque c'est la justice qui fait le travail derrière, sont immédiatement suspendus. Immédiatement. Et il y a beaucoup de suspensions qui sont liées à la libération de la parole des enfants et au fait qu'a priori, on accorde crédit à la parole de l'enfant et les conséquences sur l'adjoint. Je ne connais suspendu et pas muté, pas déplacé dans une autre école. Jamais. Mais d'ailleurs, ça n'est jamais le cas. Non, ce n'est pas arrivé. J'insiste, non, ce n'est pas arrivé. Il n'a jamais été déplacé après une suspicion. Pas de violence sexuelle. Mais il avait crié sur des enfants. Oui, mais crier sur un enfant, pardon. Crier sur un enfant, ça dépend des circonstances. Je ne sais pas si vous êtes parent, mais ça nous arrive tous. Et les adultes qui, dans l'encadrement des enfants, font exercice d'une forme d'autorité, heureusement que ça existe dans le pays. Et donc je ne sais pas sur le cas d'espèce si c'était proportionné ou disproportionné, mais je veux rassurer les parents. À aucun moment, un animateur qui serait suspecté de violence sexuelle ne fait pas l'objet d'une suspension immédiate. Mais pour ceux qui ne sont pas suspectés, qui sont en poste, qui vont au travail tous les matins et qui sont peut-être des pédophiles, des agresseurs en puissance, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez contrôler tous les animateurs aujourd'hui qui sont en contact des enfants? Ils le sont tous et on va s'en assurer s'il y avait eu des manquements, mais ils le sont tous. Ce sont des procédures qui existent depuis longtemps. Mais le principe d'un pédocriminel... C'est-à-dire ils ont tous été passés au crible? Oui, ils ont tous été passés au crible, tous. Mais pourtant on a vu qu'il y avait des... Mais parce qu'un pédocriminel, Madame Lambray, un pédocriminel ne le met pas sur son CV. D'accord? Et un pédocriminel, avant de passer à l'acte, il ne l'est pas. Voilà. C'est une difficulté dans laquelle se trouvent toutes les organisations qui accueillent les enfants. Et donc la question, c'est comment on met en place des procédures qui garantissent la protection des enfants, quand bien même quelqu'un essaierait de s'infiltrer. Et je veux que nous puissions distinguer d'ailleurs... c'est la question de l'encadrement des enfants, la question du fait de ne pas les laisser seuls ou en tout cas dans des conditions exceptionnelles. C'est plein de procédures qu'on va devoir vérifier et compléter. Et je voudrais dire quelque chose parce que votre phrase, elle a un sens vis-à-vis du collectif professionnel. L'immense majorité d'entre eux sont de grands professionnels. Et qu'ils soient a priori suspectés d'être des pédocriminels, ce qui est le cas, je le rappelle, de tout adulte potentiellement, est évidemment extrêmement pesant sur eux. Bien sûr, mais ce sont les parents qui s'inquiètent, Emmanuel Grégoire. Quand il y a autant de cas dans le périscolaire parisien, bien sûr que c'est légitime de s'inquiéter. Tout le monde s'en inquiète. Mais on ne peut pas partir du principe que tout adulte qui travaille auprès des enfants est un pédocriminel. On doit juste prévoir les procédures pour faire en sorte de démasquer, de condamner et de suivre dans la durée ceux qui peuvent être suspectés de l'être d'ailleurs, et a fortiori lorsqu'ils sont passés à l'acte. Et on fait aucun amalgame. Distinguer... Néanmoins.
On fait aucun amalgame sur ces enseignants. Ils sont évidemment pas tous pédophiles. On n'a jamais dit ça. Néanmoins, il y en a au moins 52, à en croire les chiffres. Vous allez nous préciser. Précisez-nous combien sont-ils. J'ai besoin de prendre le temps et je ferai ça de façon transparente. On a dit, j'ai pris l'engagement de présenter de façon transparente. Mais il faut distinguer d'abord entre le nombre de plaintes et le nombre d'adultes concernés, entre les motifs de suspension. Certains sont suspendus parce qu'ils crient un peu fort, d'autres sont suspendus sur des suspicion d'attouchement sexuel. Donc, je présenterai de façon totalement transparente les statistiques précises en fonction des cas. Et je le rappelle, 52, ce chiffre je le rappelle. Moi, je vais attendre d'avoir les chiffres globaux pour les communiquer, évidemment de façon détaillée. Et je n'attendrai pas 3 semaines. Je le ferai le plus vite possible. Et deuxième chose, il faut quand même distinguer les suspicions et des condamnations judiciaires. Et je le redis, je souhaite avoir un échange avec la procureure de la République et la brigade des mineurs, qui dépendent de l'autorité du préfet de police, pour assurer un meilleur suivi. Parce qu'aujourd'hui, ça prend trop de temps, c'est ça. Les parents se plaignent du fait que ça n'a aucune conséquence. Il y a une affaire de 2019 qui n'est toujours pas, dont l'instruction n'est toujours pas clos. Et donc l'agent est suspendu depuis 2019. Les parents sont dans une insoutenable attente et je ne peux que comprendre leur colère et leur impatience. Et donc ça fait partie des choses que nous devrons remettre sur la table de façon à améliorer la communication et le suivi des instructions des autorités judiciaires. Et en écoutant le choix de France Info ce matin, on entend aussi à quel point il est délicat de recueillir la parole d'enfants qui ont 3, 4, 5 ans. Il n'y a pas d'autres témoins, c'est très dur. Mais est-ce que ce matin, il y a des parents qui, comme vous l'avez dit, trouvent que la justice ne va pas assez vite, mais que vous, maintenant vous êtes maire de Paris, ne les accompagnez pas assez? Est-ce que vous prenez l'engagement de les accompagner plus? Oui. Moi, j'ai d'abord de les accompagner. Ils ont peur aussi, c'est très important, ils le disent. De les accompagner plus, évidemment, de me rendre disponible pour les rencontrer, de les écouter à la fois sur les situations individuelles qui peuvent les mettre évidemment dans une immense inquiétude et également écouter leurs conseils, leurs observations pour nourrir les réformes que nous mettrons en place. Les réformes, j'ai dit, il y en a de 2 types, des décisions immédiates qui interviendront dans les tout prochains jours et des mesures un peu plus longues parce que qui dépendent beaucoup de l'organisation générale, notamment de la semaine scolaire. C'est valable à Paris, mais c'est valable, je le redis, dans toutes les communes de France. Ils ont une demande justement, les parents, sur l'organisation du périscolaire, c'est-à-dire qu'il y ait un seul temps dédié au périscolaire dans la semaine et pas des petits moments comme ça dispatchés pour pouvoir aussi peut-être mieux contrôler ces temps. Est-ce que vous y êtes favorable, par exemple, semaine de 4 jours avec un mercredi dédié au périscolaire? Alors non, parce que ça c'est la semaine de 4 jours, mais aujourd'hui à Paris, nous avons maintenu le rythme scolaire à 4 jours et demi. Et j'ai bien conscience que nous sommes de plus en plus rares à avoir ces 4 jours et demi, même si ça reste le cas dans plusieurs grandes villes de France. C'est-à-dire le mercredi matin, travailler c'est sur temps scolaire. Tu as 3 heures d'école le mercredi matin qui n'existent pas ailleurs. Je redis mon inconfort à avoir un rythme scolaire qui n'est plus homogène sur le plan national. C'est la première fois de l'histoire qu'il y a un système un peu à la carte et que le ministère de l'Éducation nationale ne tranche pas et laisse, entre guillemets, les options sur la table. J'ai dit que la Convention citoyenne se saisirait de ce sujet-là, parce qu'elle est fondamentale sur la question de l'organisation et de la prévention des risques. Plus c'est simple, mieux on arrive à organiser les choses, à fidéliser les agents, à les former, à leur donner des temps de travail plus longs. Et pourquoi vous avez une convention citoyenne? Pourquoi vous ne tranchez pas vous-même, maintenant que vous êtes maire de Paris? Parce que les avis sont très divergents. Parce que la Convention nationale sur les temps de l'enfant, dont personne n'a parlé, a dit partout qu'il fallait mettre 4,5 jours par semaine. C'est-à-dire qu'elle dit ce qu'on nous demande à Paris de défaire. Voilà. Deuxième chose, les enseignants sont pour certains plutôt pour la semaine de 4 jours. Il y a des parents qui sont pour le maintien de la semaine des 4 jours et demi. Bref, personne n'est totalement d'accord. Et dans la semaine des 4 jours et demi, il y a différents moyens d'organiser cela. À Paris, historiquement, il y avait ce temps fragmenté de 2 fois 1h30 le mardi et le vendredi. L'une des questions, c'est si on garde les 4 jours et demi, il y a peut-être moyen de réorganiser différemment ces temps d'activité périscolaire, comme on les appelle, de façon à rendre les choses plus sécurisantes. Je l'ai dit, je peux avoir un avis personnel sur la question, mais moi, je ne suis pas pédagogue, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas pédiatre. Et donc, je veux que les spécialistes donnent des conseils et qu'il y ait des recommandations. Et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un espace d'expression pour chacun, pour les directeurs d'école, pour les enseignants, pour les parents d'élèves, pour les acteurs du périscolaire, pour toutes les associations et experts qui ont choisi de nous accompagner. Ça nous permettra, je le crois, de stabiliser une organisation de l'école qui soit pensée dans l'intérêt de l'enfant et avec des conditions d'accueil qui garantissent la sécurité. Dans un instant, Emmanuel Grégoire, on va parler de ce qui va changer à Paris avec vous, de vos propositions. Mais pour l'instant, il est 8h48 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard.
Le détroit d'Ormuz va-t-il être débloqué, au moins temporairement? Donald Trump dit avoir négocié avec l'Iran pour que 20 cargos pétroliers puissent passer dans les prochains jours. Pour le moment, le prix du baril est toujours au plus haut. Le gouvernement français a annoncé des mesures ciblées qui n'ont pas convaincu l'organisation des transporteurs routiers européens. Une opération escargot est prévue ce matin sur le périphérique parisien. L'affaire est à peine croyable, l'affaire Atanor, dont le procès débute tout à l'heure. 22 personnes accusées au total, notamment 4 militaires du renseignement extérieur, 3 policiers, 6 chefs d'entreprise, des membres d'une loge maçonnique soupçonnés d'avoir commandité des meurtres, des passages à tabac et aussi des opérations d'espionnage. Les pesticides sont présents dans l'air sur l'ensemble du territoire français. Constat d'Atmo France qui fédère les associations de surveillance de la qualité de l'air. L'association lance aujourd'hui une carte interactive pour permettre aux Français de visualiser la concentration des pesticides dans l'air. Et puis France 3, Colombie 1, 2 matchs, 2 victoires pour les Bleus aux États-Unis, des matchs de préparation à un peu plus de 2 mois du mondial de foot. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambray, Paul Larouturou. Avec Emmanuel Grégoire, maire socialiste de Paris. Les Parisiens touchés aussi par la hausse des prix du carburant, Paul. Oui, avec des transporteurs routiers en colère qui veulent bloquer Paris, qui se déploie actuellement sur le périphérique pour une opération escargot en direction de la préfecture de région. Ils estiment que les annonces du gouvernement vendredi soir sont insuffisantes contre la hausse des prix du carburant. Est-ce que vous demandez, monsieur le maire de Paris, au gouvernement d'aller plus loin? D'abord, je ne connais pas exactement l'économie du secteur de transport. On sait que l'augmentation du carburant crée une tension sur les niveaux de marge, évidemment. On voit bien qu'il n'y a pas de détente sur le prix du baril et donc on peut craindre que la répercussion sur les prix à la pompe soit durable encore dans les semaines au moins qui viennent. Ce qui est certain, c'est que on a d'abord, je le rappelle, un besoin de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles le plus possible. Alors j'ai bien conscience que c'est pas encore possible surtout, mais ça démontre l'impasse stratégique de cette dépendance aux énergies fossiles dont il faut pouvoir s'extraire. Mais est-ce que vous demandez un geste du gouvernement? J'ai demandé un geste, moi, plutôt pour les particuliers. C'est pas à moi c'est pas la compétence d'un maire de s'occuper du secteur économique et je suis pas assez spécialiste pour donner un avis pertinent. En revanche, ce que je sais, c'est que la perspective d'augmentation des factures d'énergie, notamment du gaz sur les particuliers, est un sujet qui nous préoccupe globalement et sur lesquels je pense que oui, il serait souhaitable qu'il y ait des discussions. Elles ont été engagées, je le sais, mais qui soient un peu plus abouties pour limiter l'inflation et stabiliser dans la durée les prix des énergies. Et pour répondre à cette préoccupation, même si ce n'est pas directement votre compétence, est-ce que vous dites à Valérie Pécresse, à la région et à la RATP, il faut réfléchir, si la guerre se poursuit, à un transport gratuit à Paris? Écoutez, non, ce serait pas très honnête de ma part. Évidemment qu'on peut tout faire gratuit, mais enfin, ça aurait des impacts budgétaires. Il n'y a rien de gratuit. Quand c'est gratuit, il faut que quelqu'un paye. Donc, je le redis, à Paris, on a la chance, et dans le Grand Paris, on a la chance d'avoir un réseau de transport performant. Je préfère qu'on augmente la fréquence des transports pour en améliorer la qualité de desserte, de façon à offrir une alternative, on va dire. Mais c'est aussi montrer l'importance des grands investissements dans les transports publics. Nous livrerons dans les mois prochains le Grand Paris Express et j'espère que concrètement, ça changera la vie des grands Parisiennes, des grands Parisiens qui pourront se déplacer beaucoup plus facilement et avoir une vraie alternative à la voiture. J'ai bien conscience que quand on sort du cœur de la métropole, bien c'est difficile de se déplacer en transport, mais d'où l'importance d'avoir des collectivités qui développent des alternatives, transport en commun, évidemment vélo, et faciliter les transitions. Et justement, on va reparler du vélo dans un instant, mais d'abord, juste un mot sur la sécurité. Un attentat à l'engin explosif a été déjoué dans la nuit de vendredi à samedi à Paris, devant le siège de la Bank of America. Le ministre de l'Intérieur fait le lien avec la guerre au Moyen-Orient. Laurent Nunez qui juge la menace élevée et diffuse. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce matin pour rassurer les Parisiens qui nous écoutent? D'abord qu'il faut faire confiance au ministre de l'Intérieur et aux services de renseignement et de police sur la prévention du risque d'attentat. Malheureusement, dans notre ville, nous avons douloureusement appris à vivre avec ce risque depuis longtemps et parfois la possibilité qu'il advienne. Je veux relayer les appels à vigilance que le ministre de l'Intérieur a énoncés. Je vais lui demander un rendez-vous rapide pour avoir un échange sur le niveau de menace et lui dire tout simplement que la ville de Paris, elle sera en appui
des forces de police pour essayer de protéger. C'est d'abord une attention collective, évidemment, dans les transports en commun. Je pense qu'on a des services de renseignement qui sont adaptés, notamment à la détection via les communications numériques au risque. Mais je fais toute confiance à la police et je veux lui dire que nous serons à ses côtés pour assurer la protection des Parisiennes et des Parisiens. Ce matin, vous n'avez pas d'autres alertes spécifiques encore concernant cette menace? Je ne vous en ferai pas état. Olivier Grégoire, vous voulez créer 60 000 Emmanuel Grégoire, pardon, 60 000 nouveaux logements publics, 30 000 sociaux, 30 000 abordables. Est-ce que vous voulez une ville ghetto? C'est ce que vous reprochez Rachida Dati. Le logement social, c'est pas ghetto, enfin j'aime pas ce mot, d'abord parce qu'on a une politique de développement du logement qui est dans le diffus un peu partout et essayant de retrouver des équilibres. On a toujours dit qu'on voulait garantir les grands équilibres. Vous savez, à Paris, il y a 80% des salariés qui sont de fait quasiment exclus aujourd'hui du marché locatif. Donc si défendre 80% des salariés, c'est soi-disant faire une politique de ghetto, je laisse ces mots casserole à la droite. La réalité, c'est qu'aujourd'hui... Vous visez combien? 40%, 60%? Combien? Non, on a dit très précisément, on vise 30% de logements sociaux à l'horizon 2035 et 40% de logements publics. Pourquoi? Parce qu'en plus des logements sociaux, parce qu'on a bien conscience que ce n'est pas une réponse suffisante, on veut développer aussi du logement locatif pour les classes moyennes, c'est ce qu'on appelle des logements abordables. Il y a une semaine, Olivier Grégoire, vous avez choisi pour fêter votre... Je m'appelle encore Emmanuel Grégoire. Ouais, c'est lundi matin. Lundi matin, c'est dur. C'est dur pour tout le monde. Je suis irrécupérable. Il y a une semaine, vous avez choisi pour fêter votre victoire de rejoindre l'hôtel de ville sur un Vélib électrique. Or, et c'est aussi le bilan d'Anne Hidalgo, se balader dans Paris, c'est parfois l'enfer. Dangereux pour les automobilistes, pour les cyclistes et pour les piétons. On écoute ce Parisien au micro de Sandrine Etouard-Randeg. Le contresens à vélo, quand on est en voiture, quand on est à scooter, on se retrouve nez à nez avec des vélos. Il n'y a que les socialistes qui peuvent avoir des idées pareilles. Est-ce que vous reconnaissez que les choses ont parfois été faites en dépit du bon sens? Non. Et est-ce que vous allez poursuivre cette politique? Oui. Et puis la phrase qu'on vient d'entendre est d'une démagogie crasse. Le contresens vélo est une loi nationale votée sous la présidence de Nicolas Sarkozy, obligeant à avoir un contresens vélo pour toutes les rues à 30 km/h. Donc c'est pas les une loi votée par la droite qui n'a rien à voir avec les socialistes, mais ce qui montre un peu la démagogie du débat. Et deuxième chose, même si j'en reconnais l'inconfort, il m'arrive de prendre souvent des vélos, les voies à contresens. L'accidentologie est extrêmement faible. C'est un truc qui provoque très peu d'accidents. Pourquoi? Parce que la voiture voit le vélo arriver. Et donc, je veux dire, il faut se reporter à la science. Le contresens vélo est une très belle chose qui marche très très bien. Mais il n'y a pas que le contresens. Boulevard Saint-Michel, boulevard Magenta, il y a des endroits dans Paris où c'est un peu dangereux, la cohabitation. Non, mais ça c'est un autre sujet que le contresens vélo. Les trop étroites. Vous voyez, c'est qu'elles sont trop étroites. Non, mais pour être très clair, d'abord, c'est pas dangereux pour les voitures. Il n'y a pas une voiture qui a été tuée par un vélo. Ça n'existe pas, ça. C'est aujourd'hui, ce qui provoque des morts, c'est les véhicules, les gros véhicules avec les vélos et les piétons. Les victimes, c'est les vélos et les piétons. Deuxième chose, oui, il y a des incivilités des cyclistes. Et donc ça, je le dis avec beaucoup de fermeté, nous allons réguler ça, parce que quand il y avait 6 vélos qui faisaient n'importe quoi, c'était pas grave, mais maintenant, vu le développement, les cyclistes qui font n'importe quoi créent un danger d'abord pour eux-mêmes, je le rappelle, c'est eux qui risquent de mourir si ça se passe bien, et créent un inconfort assez désagréable pour les piétons qui se sentent obligés. Et ensuite, il y a des aménagements qui sont très anciens que nous allons revoir. La piste Magenta, qui est une piste qui a été aménagée historiquement sur le trottoir, redescendra sur la chaussée. Mais la révolution vélo est une révolution qui est triplement intéressante pour l'environnement, pour la santé, pour le pouvoir d'achat. Et honnêtement, nous y gagnons en qualité de vie et en qualité de ville. Emmanuel Grégoire, en un mot avant la question qui, vous avez échangé dès lundi avec le président du PSG, Nasser El Khelaifi, qui était en désaccord avec Anne Hidalgo sur la vente du Parc des Princes. Sur ce dossier, est-ce que vous avez un calendrier, une annonce précise à nous faire ce matin? Oui, je veux d'abord très vite réengager les discussions et j'en saisirai le Conseil de Paris lors du Conseil de Paris exceptionnel que je convoquerai pour mi-avril. Je veux un mandat, parce que ce n'est pas le maire qui décide, c'est in fine le Conseil de Paris qui décide de cela. Deuxième chose, dire que nous avons un attachement affectif à notre club qui est immense et que nous souhaitons qu'il reste à Paris et donc nous souhaitons réunir les conditions pour qu'il le reste. C'est pourquoi, à titre personnel, j'ai dit que j'étais favorable à la vente. Et puis aussi parce que je considère que ce n'est pas à l'argent public de payer une enceinte de foot professionnelle. Je considère qu'on peut mettre l'argent à bien d'autres endroits plus utiles. Et j'ai dit que l'intégralité de la vente du PSG serait affectée
à la création de nouveaux équipements sportifs et à l'entretien des équipements sportifs et la création d'espaces verts. Et donc, j'ai dit aussi que je souhaitais remettre une décoration à l'équipe pour sa victoire en Ligue des Champions. Et enfin, sur le calendrier, nous avons convenu avec l'actionnaire du PSG que nous souhaitions clôturer les discussions au plus tard à la fin de l'été, parce qu'il faut savoir se fixer des calendriers ambitieux. Et donc, voilà, j'espère pouvoir toper avec eux, comme on dit, d'ici l'été. Merci beaucoup, Emmanuel Grégoire, Merci à d'avoir vous. répondu aux questions de France Info. Merci Paul. Beaucoup, à demain. Restez avec nous tout de suite, les informés avec Renaud Dely.